On a vu précédemment qu'une société optimale a des caractéristiques qui répondent à ce qui est fait pour l'humain. Caractéristiques censées produire les meilleures pensées possibles, qui à leur tour, après avoir été cimentées dans l'inconscient collectif, vont être le meilleur terreau pour tous les événements qui vont découler d'elles. Mœurs, lois, pratiques admises, développement technique, etc. Et ce, à chaque instant, car le monde n'est qu'une projection sans cesse actualisée de nos esprits, alors autant avoir les meilleurs esprits possibles. Je vous en ai parlé en fin de vidéo précédente, il y a 6 grandes règles, 6 paradigmes, que l'on se doit d'avoir en tête à chacune des décisions prises ayant un impact sur le monde, pour que la société devienne optimale ou le reste. J'en détaillerai 4 par souci de temps, mais le livre les détaille évidemment tous. Les 3 premiers paradigmes coulent un peu de source et sont regroupés sous le titre « Une société optimale propose un optimum physiologique avant, pendant et après la naissance ». Le premier consiste à dire qu'une société devrait proposer une nutrition optimale. C'est assez évident car de nombreuses carences peuvent avoir un impact sur notre physiologie et par la suite sur notre comportement en société. Pour obtenir le meilleur d'une communauté d'humains, il faut commencer par bien les nourrir, et ce dès la conception, puis jusqu'à la fin de leur vie. Et sur ce point, les sociétés ont pu, par leurs caractéristiques, plus ou moins respecter ce paradigme, mais ce qui est sûr, c'est que l'on n'a jamais disposé d'autant d'outils pour le faire qu'à ce jour, avec la mécanisation de l'agriculture qui a sécurisé l'apport et la qualité des aliments. Le deuxième, une société devrait évidemment proposer à l'humain une activité physique optimale. Et il ne s'agit pas de faire pousser des salles de sport ou des gymnases, mais d'organiser les villes, les transports et la vie de façon générale pour que quotidiennement, l'humain ait une activité physique suffisante. Le manque d'activité physique est un facteur de risque pour de nombreuses pathologies, ce qui n'est évidemment pas fait pour l'humain. Le troisième, une société devrait proposer à l'humain un environnement garantissant une santé psychosociale optimale. C'est un gros morceau, alors je ne vais vous en parler que selon un angle précis, celui de la violence physique dans les sociétés. La violence qui n'est pas tellement faite pour l'humain, je pense qu'on sera d'accord. Les statistiques sur les violences subies par les enfants à l'heure actuelle donnent des chiffres pas très reluisants, et les connaissances concernant l'impact sur le cerveau du futur adulte nous permettent d'établir le raisonnement suivant. Il existe des expériences vécues et traumatisantes pour l'enfant regroupées sous le sigle ACE. À partir d'une exposition suffisante à ces ACE, il est possible pour l'adulte en devenir de porter des psychotraumas, qui vont être facteurs de risque pour de nombreuses pathologies et événements. Oui, si l'on est exposé à suffisamment de violence durant l'enfance, alors notre espérance de vie peut s'en trouver diminuée, et on peut devenir bien plus sensible à la prise de drogue et aux conduites dangereuses par exemple, à cause de l'expression de ces psychotraumas. Et si l'on regarde les thérapies qui permettent de traiter ces psychotraumas, le MDR et l'ICV, on trouve que ces thérapies existent depuis environ 40 ans. Donc, si les 10 000 ans de l'humanité sédentarisée sont ramenés à 24 heures, cela fait 6 minutes que l'humanité dispose des remèdes pour traiter fondamentalement les conséquences de violences qui ont probablement toujours été là au cours de l'histoire. Mais actuellement, encore trop peu de personnes peuvent se les offrir, pourtant c'est un levier immensément puissant et c'est dans le sens de cette guérison qu'il faut pousser lorsque l'on tient les rênes de la société. Mais il existe encore 3 paradigmes, réunis sous le titre « Une société optimale propose un monde à la portée d'Homo sapiens ». Je nomme les 2 premiers paradigmes sans les décrire, un monde à notre portée fait réaliser une quantité de tâches optimale, et est accessible au mieux par nos appendices biologiques, car si l'interaction avec notre environnement ne se fait pas au mieux avec notre propre corps, elle se fera via des intermédiaires humains ou des machines. Et celui des 3 que nous allons voir est un monde à notre portée nous fait au mieux prendre conscience des conséquences de nos actes. Prenez un événement tout simple, communiquer. Plaçons-nous au Paléolithique et imaginons comme il était impossible de communiquer avec autre chose que notre voix, et comment cette communication était simple et sans conséquences. Plaçons-nous maintenant à l'Antiquité. Voyons tous ces messagers, humains ou non, qui étaient utilisés pour communiquer d'un bout à l'autre d'un empire ou d'une région, et voyons comment quelques conséquences pouvaient cette fois en émerger lorsqu'ils étaient perdus ou capturés. Ça demande de traiter plus de données, mais ça se fait. Revenons cette fois dans le présent et considérons notre smartphone, crucial pour la communication au quotidien. Je ne pense pas que l'on puisse se rendre compte de toutes les conséquences qui découlent de la production d'un smartphone, exploitation de travailleurs plus ou moins majeurs pour l'extraction des minerais, kilomètres parcourus par les transporteurs depuis le raffinement, la fabrication ou la mise en rayon, et émissions gargantuesques de gaz à effet de serre quand on prend en compte l'entièreté du parc de smartphones et autres outils de communication. Et l'analyse de ce paradigme appliqué à notre époque nous dit que c'est cela fondamentalement un des soucis avec notre société. C'est qu'elle ait évolué à un point où des besoins auparavant anodins soient devenus de facto problématiques et que la taille du monde rende difficile de prendre pleinement conscience des conséquences de ces besoins. Car un documentaire, un article ou une page web n'est pas prendre conscience, ce sont juste des informations qui transitent via la vue, l'ouïe éventuellement, et que l'on peut décider d'écarter d'un simple clic de souris. La vraie prise de conscience se fait via tous les canaux sensoriels à notre disposition.
C'est voir ceux qui travaillent dans des conditions misérables pour que soit fabriqué notre smartphone, certes, c'est aussi les entendre, c'est se sentir proche d'eux, par les connaissances en commun ou par notre capacité à inclure des étrangers dans notre cercle de considération, c'est peut-être aussi avoir voyagé dans les pays concernés. Donc on aura beau tous faire de notre mieux pour prendre conscience de notre environnement, les caractéristiques de notre société du XXIe siècle jouent d'office en notre défaveur au regard de ce paradigme. Il faudrait les changer pour un jour revenir à un monde à taille plus humaine. Et je vous invite à analyser chaque décision politique qui a été prise au cours de l'histoire et à constater que celles qui ont amélioré la condition de la population étaient alignées avec ces paradigmes dans les domaines concernés et que celles qui l'ont détérioré n'étaient pas alignées avec. Si les paradigmes avaient été respectés de tout temps, si les décideurs de l'humanité les avaient eus en permanence en tête lors de leur prise de décision, le monde aurait évolué bien différemment jusqu'à nos jours. Maintenant, vous avez en tête l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour comprendre comment l'on pourrait migrer vers une société optimale. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour une immersion le temps d'une journée dans un 26e siècle hypothétique qui aurait intégré tout ce que nous avons vu jusqu'à présent.